Alors, quelques, on va dire, introductions globales, à savoir que, bon, vous savez que la survie, comme vous disait un petit peu Steven tout à l'heure, la survie des patients jeunes après un cancer peut être extrêmement longue, particulièrement chez les enfants et chez les adolescents. Ça peut être jusqu'à 50 ans d'espérance de vie, voire plus. Comme je commençais à vous dire également un petit peu tout à l'heure, et ça on va le revoir un peu plus en détail, ces effets à long terme, même quand la maladie est guérie, peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie des patients. Bon, voilà, l'importance d'un suivi prolongé et l'aide du patient pour retourner à une vie normale. Je vous parlerai juste à la fin d'une consultation qu'on a mis en place justement sur le suivi à long terme chez nous. Et voilà, pour montrer que les patients, même quand ils sont à 20 ans, 25 ans de la fin d'un traitement, eh bien, ils ont toujours des retentissements potentiellement des traitements. Et donc ça a vraiment un impact potentiellement important pour la vie des patients. Bon, quelques chiffres très rapidement pour vous resituer, que si on se place chez les enfants et les adolescents, globalement avant l'âge de 20 ans, on a à peu près 3000 nouveaux diagnostics de cancer tous les ans en France, donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas extrêmement fréquent, mais c'est pas anodin. Et maintenant, avec les progrès thérapeutiques, la majorité vont y survivre, à peu près 75% en fonction de la pathologie, donc la plupart s'en sortent. Et sur certaines données épidémiologiques qui ont été détaillées dans le plan Cancer 3, donc, qui est la dernière version du plan Cancer, que vous avez peut-être vu passer, 2014-2019. Il y a une partie importante justement sur le suivi à long terme, et on considère que dans la population française, vous avez à peu près un adulte jeune de moins de 30 ans sur 250 pris dans la population générale qui va être un long survivant du cancer. Donc je pense que chez vos patients, vous avez quand même des probabilités assez importantes d'avoir un ou plusieurs patients longs survivants du cancer. Alors, les enjeux, ça, je ne vais pas forcément trop m'appesantir parce qu'on va le détailler un peu plus après. Donc, voilà, simplement pour insister sur les deux premières parties là, à savoir que les patients qui sont longs survivants du cancer dans beaucoup de centres, même si nous on essaie de mettre en place une conception de suivi à long terme, vont être suivis essentiellement par leur médecin traitant, et vous êtes vraiment en première ligne pour la suivi de ces patients-là. J'imagine que même si on part de l'hématologie et si on part des patients d'oncologie, vous avez forcément des longs survivants du cancer, des patients qui ont été traités pour des tumeurs solides, très clairement. Et que ces recommandations, elles commencent à être relativement bien définies, notamment pour le suivi cardiovasculaire, on va le voir juste après. Elle reste encore un peu obscure pour certains autres suivis d'organes, notamment vis-à-vis du risque de cancer secondaire, on va le voir aussi. Les anglo-saxons sont un peu plus en avance que nous, il y a des recommandations qui sont assez claires par la Société américaine d'oncologie clinique, par la Société canadienne aussi de l'oncologie. Donc les anglo-saxons sont assez proactifs là-dessus. En France, on est un petit peu moins structuré, même si les choses bougent et les choses avancent, malgré tout. Alors, rapidement dans l'introduction aussi, pour vous montrer qu'on a considérablement amélioré les survies des patients. Ça, c'était des courbes de survie des enfants traités pour leucémie du lymphoblastique entre les années 60 et les années 2007, enfin en tout cas fin des années 2000. Vous voyez que les différentes courbes, en fait, c'est en fonction des périodes. Alors, je ne sais pas si ça passe très bien, mais vous voyez la courbe du bas, c'était la survie des patients avec une LL entre les années 62 et 68. Vous voyez qu'effectivement, vous aviez à peu près 10% des patients qui étaient en vie à 5 ans, donc c'était un pronostic qui était catastrophique. Et puis, on a évidemment des augmentations très très impressionnantes de la survie des patients. Et maintenant, on peut considérer qu'une leucémie du lymphoblastique de risque standard chez l'enfant, tu me corriges Caroline, mais c'est 85% de guérison, 90% de guérison, voire plus. Donc on est passé d'une maladie qui était mortelle dans 90% des cas à une maladie qui est curable dans quasiment 90% des cas. Bon, bien évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs pronostiques. Tu peux nous dire pour les adultes? Pardon? Les LAL pour les adultes, juste pour comparer. Alors oui, j'ai pas mis les courbes de survie chez les adultes. Globalement, une leucémie du lymphoblastique de l'adulte, quand on regarde les courbes de survie des derniers protocoles, donc le protocole qu'on utilisait, qui ont été conduits en 2003-2005, on est aux alentours de 50% à peu près de survie à 5 ans, contre 90% chez les enfants. Donc évidemment, les pédiatres sont beaucoup plus forts que... D'ailleurs, les protocoles adultes s'inspirent totalement des protocoles pédiatriques. La grosse différence, une des raisons pour lesquelles on a des grosses différences de survie encore, c'est d'abord les caractéristiques biologiques de la maladie ne sont pas tout à fait les mêmes chez les adultes et chez les enfants. Chez les adultes, on a souvent des facteurs pronostiques un peu plus défavorables que chez les enfants. Et puis surtout l'intensité du traitement. Les pédiatres donnent des doses de chimiothérapie qui sont considérablement supérieures à celles qu'on peut donner chez l'adulte, parce que les enfants, ils n'ont pas
cas relativement peu souvent des comorbidités, peu d'antécédents, ils ont un rein tout neuf, ils ont un cœur tout neuf, qui fonctionne bien et qui leur permet de recevoir des doses intensives de chimiothérapie qu'on ne pourra jamais donner chez l'adulte. Bon, sachant que toute la question, notamment chez les ados, jeunes adultes, c'était de savoir est-ce qu'il vaut mieux, les patients entre 20 et 25 ans, est-ce qu'il vaut mieux les traiter plutôt sur des schémas de protocole adultes ou plutôt sur des schémas de protocole pédiatriques. Alors il n'y a pas encore véritablement de recommandations et c'est des discussions entre les sociétés adultes et pédiatriques, mais voilà, de plus en plus, et on a démontré que quand on traitait les patients entre 20 et 25 ans selon des protocoles pédiatriques, ils survivaient plus, il y avait plus de guérison, ils allaient globalement mieux que quand on les traitait selon des protocoles adultes parce qu'on leur donne des doses d'intensité qui sont supérieures. Donc là, c'est des réflexions qui sont évidemment en cours, c'est des choses qui ne sont pas du jour au lendemain, mais encore une fois, l'intensité du traitement joue un rôle absolument capital, notamment dans la leucémie du lymphoblastique. La définition des guérisons, alors je dis il y a des chiffres qui sont pas passés, là je suis désolé. Bon, c'est chose que vous savez, hein, mais le terme de guérison, alors évidemment, on ne parle que des pathologies qui sont potentiellement curables. Donc en hématologie, globalement, les pathologies qui sont curables, c'est des pathologies qui sont plutôt agressives. Les lymphomes diffus à grande cellule B, hein, c'est le principal sous-type histologique de lymphome chez l'adulte. Évidemment, les leucémies aiguës, lymphoblastique, voilà, je viens de vous le montrer. Leucémies aiguës, myéloblastiques également sont des pathologies qui sont théoriquement curables, même si c'est des maladies qui sont difficiles à prendre en charge. Par contre, des maladies chroniques comme des lymphomes indolents, comme des leucémies lymphoïdes chroniques, comme des maladies de Waldenström, comme des myélomes, sont des maladies qui, encore à l'heure actuelle, sont des maladies qui sont considérées comme étant incurables. Donc là, quand on parle de guérison, évidemment, on va forcément sortir toutes ces pathologies chroniques hein, qui ne rentrent pas dans ces définitions-là. Et quand on a donc traité un lymphome diffus à grande cellule B ou une maladie de Hodgkin, vous voyez que ça c'est le pourcentage de surmortalité liée à la rechute en fonction du temps. Et donc les petits, le diagramme là en abscisse, c'est les années. Hein. Donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, plus le risque statistiquement de rechute va diminuer. Et on considère qu'à 5 ans, eh bien, statistiquement, la probabilité de rechute est quasiment à zéro, en tout cas considérée comme étant négligeable. Donc c'est la définition qui est communément admise, c'est vrai en hémato, c'est vrai en onco, même s'il y a toujours évidemment des patients qui peuvent rechuter au-delà des 5 ans, mais on considère qu'un patient est potentiellement guéri de son hémopathie maligne à partir du moment où il est à 5 ans du diagnostic. Là c'est le délai écoulé par rapport au diagnostic. Et donc la problématique du suivi à long terme, elle commence en fait à avoir une justification chez les patients qui sont après 5 ans du diagnostic, hein, parce que là, le risque de rechute en fait n'est plus vraiment le problème, on rentre sur une autre problématique. Et pour terminer cette partie d'introduction, ça c'est des courbes, alors c'est pareil, c'est tiré de courbes de survie d'enfants traités pour des leucémies du lymphoblastique, hein, c'était publié dans les années 2008. Ceci dit, c'est des très grandes cohortes, alors ça c'est des séries américaines. Ils ont comparé en fait les survies des patients traités donc, pendant leur enfance, donc avant l'âge de 15 ans, par de la chimiothérapie évidemment. Ils ont comparé en fait la survie de ces patients-là, donc au-delà de 5 ans du diagnostic, donc guéris de leur maladie, à la survie de la population générale. Et vous voyez que le graphique, les courbes de survie là à gauche, vous voyez que la courbe de survie de la population générale, c'est la courbe qui est en pointillé, donc bon, à cet âge-là, effectivement, la courbe elle diminue très très lentement parce que c'est des patients qui sont jeunes et en bonne santé. Et vous voyez que la courbe en noir, donc le trait plein, c'est la courbe de survie des patients guéris d'une leucémie lymphoblastique, et il y a très clairement une différence, c'est-à-dire qu'il y a une surmortalité de ces patients qui sont guéris pourtant de leur hémopathie, et pourtant ils vont mourir davantage que la population de même âge. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont maintenant bien connues, et on va détailler évidemment un peu plus après, mais sur les courbes de survie à droite, en fait, vous avez la comparaison de la survie en fonction du traitement reçu, plus ou moins radiothérapie. La courbe, en fait, la meilleure courbe, c'est les patients qui n'ont pas reçu de la radiothérapie, et la courbe qui est au-dessous, c'est les patients qui ont reçu de la radiothérapie. Donc non seulement le fait d'avoir été traité pour un cancer pendant l'enfance est un facteur de risque de surmortalité au-delà des 5 ans du diagnostic, mais en plus, quand vous avez reçu certains types de traitements, notamment la radiothérapie, vous aggravez encore plus le risque de surmortalité par rapport à la population générale et même à la population chimiothérapie seule. Alors on va voir un petit peu après pourquoi ces patients meurent. Et ça, voilà. Dernière diapo pour l'introduction, c'est l'impact sur alors on parlait juste avant de mortalité. Là, on va parler de morbidité.
c'est-à-dire l'événement, enfin l'incidence des événements médicaux tout venant. Donc là c'est pareil, on a ces patients qui sont guéris de leur maladie. Et il y a une comparaison, hein, c'est dans la même série, donc une très grande série, il y avait plus de 4000 malades qui avaient été suivis pendant de très longues périodes, hein, vous voyez, jusqu'à 30 ans de recul pour certains. Et vous voyez qu'entre les patients qui ont reçu de la radiothérapie, c'est la courbe pleine en haut, et les patients qui n'ont pas reçu de radiothérapie, vous voyez que l'incidence des événements médicaux tout venant est nettement supérieure chez les patients qui ont reçu de la radiothérapie, jusqu'à 26%, 30% quasiment des patients après 25 ou 30 ans de recul quand ils avaient reçu de la radiothérapie. Donc la radiothérapie a manifestement un effet très délétère sur la survie et sur la morbidité de façon générale à long terme. Alors, on va le voir un petit peu après, hein, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, notamment dans les protocoles pédiatriques, notamment les protocoles de maladie de Hodgkin, hein, dans lesquels la radiothérapie peut encore jouer un rôle important, eh bien, les indications de radiothérapie sont de moins en moins importantes. On essaie d'irradier de moins en moins les patients, du fait justement de ce risque de surmortalité, même si les modalités de radiothérapie ont beaucoup changé. Hein. Là, c'était effectivement des patients qui ont été traités majoritairement dans les années 80-90, début des années 90, et donc à cette époque-là, les doses de radiothérapie étaient quand même très conséquentes, avec un fractionnement qui était un petit peu différent. Maintenant, on arrive à fractionner un petit peu plus la dose, on a des radiothérapies un peu plus conformationnelles, et des doses qui sont inférieures. Mais malgré tout, ça reste de la radiothérapie. Alors, on va commencer par, donc je vais, voilà, on va détailler en fait les grandes complications les unes après les autres. Alors, je vais me contenter uniquement des principales, hein, des majeures. On va commencer par les complications cardiovasculaires qui sont en termes d'incidence, en termes de fréquence, les plus importantes et celles pour lesquelles les recommandations de suivi sont les mieux définies en pratique. Pour ce qui est de la toxicité cardiovasculaire, alors on va d'abord commencer par la partie qui est à droite de la diapo. Vous savez très probablement qu'il y a différents types de toxicité cardiaque des différents médicaments de chimiothérapie. Il y a énormément de nouveaux médicaments d'ailleurs qui arrivent sur le marché. Alors on a évidemment la chimiothérapie classique standard, dont les anthracyclines, les alkylants qui ont été donc largement utilisés et qui le sont toujours d'ailleurs. Et puis vous avez des nouveaux médicaments, des thérapeutiques plus ciblées, des anti-angiogéniques, que vous voyez peut-être des malades, alors c'est plutôt des malades d'onco, mais voilà, et on sait que c'est des drogues qui peuvent avoir une toxicité cardiovasculaire. Les trois principales toxicités cardiovasculaires qui sont bien décrites maintenant, donc la première c'est les insuffisances cardiaques avec altération de la fonction systolique. Donc là, c'est très bien connu avec les anthracyclines. Ça peut se voir aussi avec des alkylants, mais surtout à forte dose, hein, avec l'endoxan. Bon, voilà, il y a des tableaux de fibrose endomyocardique qui sont décrites avec l'endoxan à très forte dose, mais qu'on utilisait plutôt dans les conditionnements d'allogreffe. Donc maintenant, on en fait, en tout cas chez l'adulte, plutôt moins. Et puis l'autre drogue, mais qui sort du champ de l'hématologie, c'est le trastuzumab, donc l'herceptine. Vous avez forcément des patientes qui sont sous herceptine pour un cancer du sein. Et les altérations de la fonction systolique sont maintenant très bien documentées chez les patientes qui sont sous herceptine. On va voir que le mécanisme, par contre, entre les anthracyclines et l'herceptine n'est pas du tout le même. On va le voir juste après. Deuxième grande toxicité, c'est les toxicités sous la forme d'augmentation du risque ischémique ou thromboembolique. Je vais un peu moins détailler parce que ça concerne moins les drogues d'hématologie, mais les antimétabolites, notamment le 5-fluorouracil, c'est pareil, c'est très utilisé par les gastro qui font de l'onco. Et en fait, il y a des cas de syndrome coronarien sur des spasmes coronariens sous 5-fluorouracil. C'est surtout pendant la perfusion, mais ça peut se voir quelquefois un petit peu après. Et puis troisième toxicité qui est aussi bien connue, c'est l'hypertension artérielle. Ça, c'est le champ des anti-angiogéniques. L'Avastin, le Sutent, le Sorafenib, donc ça c'est aussi majoritairement des drogues d'onco et notamment de cancer du rein, notamment, mais pas que, ou tumeurs digestives. Et l'incidence d'hypertension artérielle sous sunitinib c'est quasiment 50%. Donc je pense que vous avez peut-être des patients sous Sutent et l'hypertension artérielle c'est un élément qui est extrêmement fréquent. Mais là on est plutôt sur une toxicité qui est plus aiguë. Alors, les facteurs de risque, évidemment, dépendent de plusieurs éléments. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais évidemment, le type de médicament, la dose cumulée, on va voir que c'est important pour les anthracyclines, et puis les combinaisons toxiques. Quand vous associez deux drogues cardiotoxiques, vous savez que vous avez un risque, évidemment, qui est plus important que quand il n'y en a qu'une seule. Et l'autre élément qui est majeur, c'est la radiothérapie associée, notamment la radiothérapie sur l'aire médiastinale. C'est évidemment classique dans les maladies de Hodgkin ou dans les lymphomes. Quand on irradie les patients sur le médiastin et qu'ils ont en plus des anthracyclines dans leur chimiothérapie, ce qui est quand même souvent le cas, eh bien vous majorez très significativement le risque de toxicité à long terme sous la forme d'une insuffisance cardiaque avec altération de la fonction systolique. Donc ça c'est très bien connu maintenant. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont liés aux patients, alors je ne vais pas trop m'apesantir, mais évidemment quand vous avez un patient qui a d'autres facteurs de risque cardiovasculaires associés, évidemment le risque augmente, même si là on va plutôt parler de patients un peu plus jeunes, donc qui ont rarement des facteurs de risque significatifs.
Alors ça c'est bon, je vais passer rapidement, mais c'est pour vous, voilà, vous montrer que beaucoup de drogues peuvent avoir une toxicité cardiaque à beaucoup de niveaux. Ça c'est une revue de cardiologie qui a été publiée il y a relativement peu longtemps. Voilà, il vous montre que c'est essentiellement le cardiomyocyte qui est quand même le principal la principale cellule qui va souffrir des drogues de chimiothérapie, mais qu'on peut également avoir une toxicité endothéliale, on peut également avoir des troubles du rythme, des allongements du QT, etc. Et avec la multiplicité des drogues et les multiplicités quelquefois de lignes thérapeutiques, on peut évidemment avoir des toxicités qui sont un peu cumulatives. Alors, les mécanismes de toxicité cardiaque, en fait, il y en a deux principaux types, qui sont complètement différents. Là, je parle d'insuffisance cardiaque, donc d'altération de la fonction systolique, soit à moyen court terme, soit à plus long terme. Premier type de toxicité cardiaque, c'est typiquement celui des anthracyclines, donc la doxorubicine. Le mécanisme n'est pas très bien connu. On sait que ça passe par un stress oxydatif, des radicaux libres oxygénés qui vont provoquer en fait tout simplement la nécrose du cardiomyocyte. L'élément qui est vraiment important, c'est que c'est une toxicité qui est cumulative. Une toxicité qui est dose dépendante. Plus vous donnez une dose importante, plus le risque statistiquement va augmenter. Et quand vous dépassez un certain seuil, là en fait le risque va augmenter de façon quasiment exponentielle, on va voir juste après. Et donc nous c'est des doses, on connaît les doses en fonction des molécules, et donc on ne doit théoriquement jamais les dépasser, sans quoi effectivement le patient est quand même à très haut risque d'insuffisance cardiaque. Le pendant de ça, c'est que c'est de la nécrose du cardiomyocyte, donc habituellement c'est irréversible, et ça s'installe en général plutôt à moyen et plus long terme. Et vous pouvez avoir des patients qui vont altérer leur fonction systolique 10 ans, 15 ans après la fin d'un traitement, et pas simplement dans les années qui vont suivre ou même pendant la chimiothérapie. Le type 2, donc ça sort un peu encore une fois du champ de l'hémato, mais pour bien vous montrer le distinguo, typiquement c'est l'herceptine, c'est le trastuzumab. Là c'est une toxicité qui est beaucoup plus aiguë, qui n'est pas du tout dose dépendante, qui n'est pas cumulative, et surtout qui est a priori réversible dans la plupart des cas. Et ce qui fait que les oncologues, quand vous avez des altérations de la fonction systolique sous trastuzumab, il faut une petite pause, éventuellement ils baissent la dose et puis ils reprennent derrière. Nous, avec une anthracycline, un patient qui a 35% de FEVG sous anthracycline, on ne va jamais reprendre l'anthracycline, sauf cas vraiment ultra particulier d'amélioration, parce qu'on sait que plus vous allez augmenter la dose, plus le patient effectivement va risquer de développer une insuffisance cardiaque sévère derrière. Bon, alors ça c'était un petit focus sur les anthracyclines, donc je vais passer relativement vite, simplement pour vous redire des choses que vous savez probablement déjà, parce que c'est une toxicité qui est très bien connue, que les anthracyclines restent les drogues connues les plus cardiotoxiques qu'on utilise en oncohémato de façon générale, même si voilà, c'est évidemment pas les seuls. On utilise donc nous beaucoup de pathologies en hémato, c'est la plupart des lymphomes, maladies d'Hodgkin, les leucémies aiguës reçoivent des anthracyclines, donc c'est très très largement utilisé. Le mécanisme toxique n'est pas très bien connu. Une petite chose quand même, c'est que l'effet thérapeutique et l'effet toxique sont a priori distincts l'un de l'autre. À savoir que, thérapeutique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un agent intercalant en fait. Donc ça va venir provoquer des cassures double brin de l'ADN et donc provoquer l'apoptose de la cellule tumorale. L'effet cardiotoxique, ça passe plus par un stress oxydatif et par des radicaux libres oxygénés, ce qui fait que globalement, vous pouvez être efficace sans être toxique et vous pouvez être toxique sans être efficace. Il y a deux mécanismes qui sont vraiment distincts l'un de l'autre. Donc c'était une des questions dans mes questions initiales. Donc la toxicité cardiaque des anthracyclines, il y a une toxicité aiguë qui est connue, sur laquelle je ne vais pas trop m'apesantir parce que c'est pas trop le sujet là, sachant que c'est essentiellement des choses qu'on voit en cours de chimiothérapie. Donc c'est des patients qui sont en général en cours de traitement qu'on voit plus nous, qui sont soit des troubles du rythme, soit des petits troubles de repolarisation, des petites altérations en fait transitoires de la fonction systolique. Là, on n'est pas sur le mécanisme de nécrose du cardiomyocyte, donc c'est un peu différent. Et donc là, c'est la seule toxicité en fait des anthracyclines qui soit potentiellement réversible. C'est qui est très aigu, qu'on rencontre somme toute assez rarement. Il y a souvent d'ailleurs d'autres facteurs déclenchants, souvent des contextes de choc septique ou de sepsis sévère qu'on voit sur notamment des patients avec des leucémies aiguës, mais avec des phénomènes qui sont souvent réversibles. La toxicité par contre à long terme, elle, donc un mécanisme qui est complètement différent. Il y a deux grands types de toxicité à la distance des anthracyclines. Le début peut être précoce, donc dans l'année qui suit la fin de la chimiothérapie. C'est pour ça que l'HAS, on va voir les recommandations suivies juste après, préconisent de contrôler la FEVG à peu près un an après la fin d'un traitement, notamment par anthracycline. Et puis il y a celle que nous on va plutôt dépister sur le suivi à long terme, qui est la toxicité tardive, qui va s'installer au-delà d'un an par rapport à la fin du traitement. Et là le pronostic est beaucoup plus mauvais parce que ça veut dire que vous avez nécrosé du cardiomyocyte.
Et inévitablement, quand vous avez nécrosé des cardiomyocytes, vous baissez votre masse myocitaire cardiaque. Et ça, c'est un phénomène en fait qui normalement s'aggrave inexorablement. Et les cardiologues essayent de plus en plus précocement de traiter ces patients-là. On leur met des bêta-bloquants, on leur met des IEC pour essayer justement de stabiliser la fonction cardiaque. Alors voilà les fameuses doses cumulées qu'on utilise en pratique courante. Ça, c'est la probabilité de cardiopathie avec altération de la fonction systolique en fonction de la dose de la principale anthracycline qui est la doxorubicine. Vous voyez que tant qu'on est inférieur à 400 mg, alors c'est des mètres carrés, on calcule nous les doses en mètres carrés, vous voyez que statistiquement la probabilité d'insuffisance cardiaque est quand même relativement faible, et on voit qu'il commence à se passer quelque chose dès qu'on commence à atteindre 450 mg mètre carré et a fortiori 550 mg mètre carré. Vous voyez qu'au-delà de 700-800 mg mètre carré, vous avez jusqu'à 50% des patients qui font une cardiopathie avec altération de la fonction systolique. Et ça, c'est des patients qui étaient symptomatiques. Donc, bon, 50% d'insuffisance cardiaque symptomatique après un traitement, vous voyez que ça pose quand même problème. Et donc, on connaît maintenant bien les doses cumulées qu'on ne doit pas dépasser. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la plus utilisée, en tout cas en hémato, la doxorubicine, vous voyez que la dose qu'on considère comme étant à ne jamais dépasser, c'est 550 mg mètre carré. Parce qu'encore une fois, au-delà, il y a quand même un risque très très important d'insuffisance cardiaque congestive. Les recommandations, donc ça c'est les recommandations qui sont éditées par l'HAS. C'est assez récent, hein, c'est sorti en fait en 2015. Ça a été aussi donc élaboré en accord avec les sociétés françaises de cardiologie. Ça c'est les recommandations de suivi cardiaque chez les patients qui ont été exposés aux anthracyclines. Ce qui est validé, c'est que les patients doivent avoir une évaluation de leur fonction systolique cardiaque avant traitement. Donc ça, c'est le bilan pré-thérapeutique qu'on fait systématiquement. Il recommande également, même si ça on ne le fait pas nous, en tout cas chez l'adulte, de façon assez systématique, en pédiatrie c'est fait de façon par contre beaucoup plus régulière, c'est l'évaluation quand le patient a reçu à peu près 50% de la dose prévue, donc à mi-traitement globalement. Voilà, parce qu'il peut y avoir un début d'altération quelquefois qui arrive assez précocement. Et on sait que les patients qui font les insuffisances cardiaques les plus sévères à distance, très souvent, on fait des petites altérations de leur fonction systolique pendant le traitement ou juste après la fin du traitement. Ça permet de prédire un petit peu le risque à distance et éventuellement de modifier un petit peu la surveillance, de rapprocher un peu la surveillance. Les doses à partir desquelles le suivi est vraiment recommandé, notamment après la fin du traitement, c'était les doses qui sont décrites ici. Hein. Donc vous voyez, doxorubicine à partir de 300 mg par mètre carré, c'était tiré donc, du risque cumulatif de toxicité cardiaque, sachant que quand on reçoit 300 mg par mètre carré, on reste encore à moins de 10% de faire une insuffisance cardiaque, mais ça commence à décoller un petit peu en termes de risque. Tout patient qui a fait une dysfonction ventriculaire gauche en cours de traitement doit normalement avoir une évaluation régulière en cours de chimiothérapie. Bon, ça c'est nous qui le suivons. La recommandation donc, qui n'était pas si claire que ça, mais maintenant qui ressort, c'est à peu près 1 an après la fin de l'exposition aux anthracyclines, il est de bon ton, en tout cas c'est dans la recommandation de l'HAS, d'aller contrôler la fonction systolique de votre patient. Encore une fois, s'assurer qu'il n'y ait pas d'altération. Voilà. Après, il ne recommande pas d'échographie systématique chez tous les patients notamment les patients asymptomatiques qui n'ont pas fait de dysfonction ventriculaire gauche. Par contre, et ça c'est pareil, hein, c'est des choses qui sont toutes récentes, hein, les patients qui ont dépassé les doses décrites ici, notamment les 300 mg mètre carré d'oxorubicine, même les patients qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas fait de dysfonction VG pendant leur traitement, l'HAS recommande chez les patients au-delà de 3 ans après la fin de l'exposition de leur contrôler leur échographie cardiaque tous les 3 à 5 ans. Alors ça reste un peu large, hein. Ça dépend des facteurs de risque du patient, mais c'est la première fois en fait qu'on recommande un suivi cardiologique chez des patients asymptomatiques. Voilà, donc un patient Hodgkin, 25 ans, qui a reçu des anthracyclines, qui a reçu une dose de 300 mg par mètre carré d'anthracycline et qui est asymptomatique, eh bien voilà, on sait que en tout cas c'est dans les recommandations, les cardiologues sont d'accord là-dessus, hein, que leur faire une évaluation de leur FEVG tous les 3 à 5 ans, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt pour dépister notamment les altérations de fonctions systoliques et qu'on peut rapidement prendre en charge, notamment IEC, éventuellement bêta-bloquants, pour essayer de stabiliser leur fonction cardiaque. Alors, ça c'est les recommandations plus on va dire par les cardiologues eux-mêmes. Alors, on retrouve hein, donc la
la recommandation du suivi périodique tous les 3 à 5 ans, notamment chez les patients qui ont été exposés donc, aux 300 mg de ramepiride et d'anthracycline. Dans les recommandations cardiologiques aussi, il rajoute le fait d'avoir été exposé à de la radiothérapie médiastinale. Un patient qui a été irradié sur le médiastin et qui a reçu des anthracyclines, eh bien, voilà, tous les 3 à 5 ans, une échographie cardiaque est quelque chose qu'il recommande, du fait, encore une fois, du risque. Et puis un élément aussi qui ressort de plus en plus dans les recommandations cardiologiques, c'est qu'une jeune patiente exposée aux anthracyclines avant l'âge de 15-20 ans, qui tombe enceinte, il est recommandé de leur faire une évaluation de leur fonction systolique en début de grossesse. Vous savez que pendant la grossesse, voilà, le travail cardiaque augmente, le débit cardiaque est censé d'augmenter de 20-25% à peu près. Et bien on sait que c'est une espèce d'épreuve d'effort, globalement la grossesse, une épreuve d'effort qui va durer 9 mois et qui va aller en s'intensifiant au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse. Et donc chez les jeunes patientes exposées aux anthracyclines, les cardiologues maintenant recommandent de faire au moins une évaluation de fonction cardiaque en début de grossesse. Après, le cardiologue voit en fonction des paramètres s'il a besoin de revoir la patiente en cours de grossesse ou pas. Mais voilà, ça c'est. Et là, il y a un accord professionnel qui est assez net maintenant au sein des cardiologues notamment. Voilà, et pour finir sur la toxicité cardiovasculaire et notamment l'incidence du syndrome métabolique. Parce que je vous disais dans la première diapositive sur le risque cardiovasculaire, évidemment les facteurs de risque cardiovasculaire autres jouent également un rôle, notamment sur le risque ischémique et même d'altération de la fonction systolique. Et on sait que les patients, ça c'est pareil, c'était tiré d'une série qui a été publiée en 2008, pour des patients traités donc avant l'âge de 25 ans pour une leucémie lymphoblastique, et qui consistait en fait à suivre les patients sur l'incidence des facteurs de risque et notamment du syndrome métabolique. Vous voyez donc les hommes à gauche, les femmes à droite. Le trait noir, en fait, ça correspond à l'incidence du syndrome métabolique entre le diagnostic et à distance après la fin du traitement, dans la partie donc, du suivi. Et vous voyez, et là, le trait blanc, en fait, ça correspondait aux frères et sœurs, donc qui sont considérés comme ayant des facteurs de risque à peu près identiques. Et vous voyez que chez les hommes, il y a une augmentation qui est à peu près parallèle à celle donc, des frères et sœurs, donc bon, c'est un peu plus élevé, mais ça reste à peu près dans le même niveau. Par contre, chez les femmes, vous voyez que l'incidence du syndrome métabolique était beaucoup plus importante que chez les sœurs, après un traitement pour le leucémie lymphoblastique. Alors après, évidemment, c'est lié à beaucoup de choses, c'est des patients qui reçoivent beaucoup de corticoïdes pendant quelquefois des longues périodes. On sait que sur notamment le diabète, et la propension à faire un diabète à distance, c'est aussi un élément qui ressort assez nettement. Donc ces patients-là, ils sont à risque d'insuffisance cardiaque congestive et il faut être particulièrement vigilant vis-à-vis du syndrome métabolique. Et ça, c'est des choses aussi qu'on essaie de suivre dans le suivi à long terme parce qu'on sait que ça va majorer leur mortalité, bien évidemment. Alors, bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais globalement, les gonades, donc évidemment, sont très sensibles à l'effet délétère et toxique de la chimiothérapie, comme vous l'imaginez. Globalement, il y a deux retentissements qu'on peut voir. Ça peut être une diminution des réserves folliculaires ovariennes, chez la jeune femme bien évidemment, mais qui peut être une diminution qui va être partielle, donc qui va potentiellement altérer leur fertilité, mais sans provoquer de ménopause précoce authentique. Et puis pour certains traitements, on va induire authentiquement des ménopauses précoces, avec une destruction complète de la réserve folliculaire ovarienne, et quand il n'y a plus de follicules du tout, bien après évidemment il n'y a plus aucune possibilité de fonction reproductive derrière. Les différentes drogues de chimiothérapie qui sont toxiques pour les gonades, alors évidemment je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Globalement, j'ai surtout incité sur celles qui sont les plus toxiques sur le plan gonadique. Je parlais des anthracyclines tout à l'heure pour le cœur. Les anthracyclines n'ont pas de toxicité gonadique très importante. Donc c'est pas elles vraiment qui posent problème pour la fertilité. C'est beaucoup plus la radiothérapie, et particulièrement l'irradiation de la sphère abdominale. Quand les deux ovaires sont pris dans le champ d'irradiation ou quand les testicules sont pris dans le champ d'irradiation, là il y a un risque qui est vraiment majeur. Et puis le deuxième élément en termes de drogue de chimiothérapie sont les alkylants. Les alkylants, alors le plus connu c'est l'endoxon, vous connaissez probablement le cyclophosphamide. Alors nous c'est pareil, en hémato on l'utilise très largement, l'endoxon dans la chimiothérapie par CHOP, donc par les Steven, voilà, il y a de l'endoxon, on le sait, c'est cyclophosphamide, donc c'est des patients qui reçoivent clairement des doses de cyclophosphamide, et dans certains conditionnements d'allogreffe on va utiliser des doses d'endoxon qui sont encore beaucoup plus importantes, et là évidemment la toxicité elle va être vraiment importante. Et vous voyez que l'effet sur la spermatogénèse, là on parle de l'homme, eh bien ça peut des azéospermies prolongées, voire définitives, en fonction de la dose qui est reçue. Voilà. Et l'autre élément
enfin en tout cas les autres médicaments qui font partie également de la famille des alkylants. Alors c'est plutôt des drogues qu'on utilise dans les conditionnements d'autogreffe. Vous avez peut-être vu des patients sortir de chez nous après une autogreffe conditionnée par BIM. Donc dans le BIM, en fait, le B c'est le BCNU. Alors même si maintenant c'est plus le même B, on a un peu changé de médicament de chimiothérapie, mais vous voyez que le BCNU peut également provoquer des azoospermies qui peuvent être prolongées. Ceci dit, on a quand même des perspectives de réversibilité, contrairement à l'irradiation, par exemple, qui induit en général des azoospermies qui sont plutôt plus définitives. Alors, en fait, les suivis d'altération de la fertilité, en fait, c'est bien documenté maintenant, notamment chez les jeunes patients qui ont été traités pour des maladies de Hodgkin. Alors, sans trop rentrer dans le détail, mais globalement, on sait que la toxicité gonadique, elle dépend donc d'abord du type d'agent. Je vous ai dit que les agents, enfin, en tout cas les deux agents les plus toxiques, c'est les alkylants et la radiothérapie. Et ça dépend évidemment de la dose qui est utilisée, notamment la dose d'alkylant. Et donc là, vous avez les courbes donc, qui sont à droite, qui déterminent le risque d'azoospermie, en tout cas d'altération de la fertilité en fonction des doses reçues. Et donc la courbe en bleu, en fait, c'est des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie du tout, qui avaient reçu en fait là simplement de la radiothérapie, même si maintenant dans le Hodgkin on n'utilise plus trop que de la radiothérapie. Et la courbe en noir, celle qui est associée aux altérations les plus significatives et prolongées de la fonction reproductive, en fait, c'est les patients qui avaient reçu plus d'une certaine dose d'alkylant. Donc ça, on est assez sensibilisé à ce risque-là dans les protocoles adultes, également beaucoup dans les protocoles pédiatriques. Et actuellement, les protocoles pédiatriques, il y a un protocole qui maintenant est fameux aux inclusions, mais qui comparait en fait deux types de chimiothérapie sur le plan de la fertilité masculine et féminine. Et donc certains médicaments qui ont démontré une toxicité plus importante, maintenant on les évite. Parce qu'encore une fois, c'est des patients qui vont survivre à long terme et on veut essayer de préserver leur fonction reproductive, évidemment, dans les meilleures conditions. Chez la femme, donc l'aménorrhée en fonction de la maladie traitée, elle peut être un petit peu variable. Encore une fois, on retrouve vraiment l'importance des alkylants. Bon, sans rentrer dans le détail, dans les leucémies gumuloblastiques, en fait, on utilise en dehors de l'allogreffe, on n'utilise pas beaucoup de médicaments alkylants en pratique. Et vous voyez que l'aménorrhée, alors là je parle d'aménorrhée un an après la fin du traitement, c'est que 15%, c'est pas tant que ça. Par contre, dans les maladies où on utilise des alkylants, donc les lymphomes, cancer du sein, là vous avez des incidences d'aménorrhée secondaire qui sont beaucoup plus importantes. Bon, ça je vais passer. L'âge auquel on reçoit la chimiothérapie joue un rôle important sur le risque d'aménorrhée chez la femme ou d'azoospermie chez l'homme, mais là on fait un petit focus chez la femme. Vous voyez que là je vous ai mis les schémas donc, de probabilité de grossesse par cycle exposé. Donc ça c'est le diagramme en bas à gauche. Alors évidemment il y a une altération qui se fait au fur et à mesure de l'âge. On voit qu'il commence à y avoir un décrochage à partir de l'âge de 30 ans et encore a fortiori à partir de l'âge de 36 ans où là effectivement les fonctions reproductives diminuent physiologiquement. Et à droite en fait vous avez la probabilité d'aménorrhée après chimiothérapie en fonction de l'âge à laquelle vous recevez la chimiothérapie. Et vous voyez que notamment quand vous dépassez l'âge de 30 ans, eh bien, le risque d'aménorrhée secondaire prolongée augmente de façon très importante. Et a fortiori à partir de 35 ans, vous avez 80% d'aménorrhée chez les patientes. Donc dans cette étude-là, c'était des chimiothérapies un peu tout venant, mais c'était en tout cas des patients d'hémato, donc essentiellement des Hodgkin, des lymphomes. Et à partir de l'âge, vous voyez, de 40 ans, on a 100% d'aménorrhée secondaire quand on reçoit une chimiothérapie de type ABVD, donc ça c'est un traitement classique de Hodgkin, ou de type CHOP, qui est vraiment, voilà, encore une fois, une chimiothérapie standard de lymphome. Donc ça c'est des choses aussi dont on tient compte nos collègues du logis de la reproduction pour proposer des méthodes de préservation, parce qu'on sait qu'effectivement quand on commence à arriver à 30-35 ans, que les fonctions, enfin en tout cas que les réserves folliculaires ovariennes commencent à diminuer, c'est sûr que voilà, vous allez refaire de la chimiothérapie qui va rediminuer encore davantage les réserves folliculaires, et là évidemment le risque d'aménorrhée secondaire il est extrêmement important. Voilà. Alors heureusement on a des méthodes de préservation de cette fertilité. Alors c'est pareil, c'est pas encore totalement homogène bien évidemment, mais ça commence à, enfin bon, chez l'homme globalement c'est assez bien défini et c'est plus facile évidemment que chez la femme. Donc les méthodes de préservation, je vous ai mis les principales ici. Alors évidemment celle qui est la plus connue, qui marche évidemment extrêmement bien, à condition qu'elle soit faisable, c'est la cryoconservation de sperme, voilà, par méthode classique. Bon, pour ça il faut avoir quelqu'un qui soit pubère, évidemment, et quelqu'un qu'on puisse prélever. Et donc il y a des méthodes alternatives pour les patients qu'on ne peut pas prélever dans des méthodes classiques. Alors évidemment un patient qui arriverait
en extrême urgence, qui arriverait en réanimation, intubé, ventilé pour une leucémie du hyperleucocytaire, lui faire un prélèvement de sperme par méthode classique, c'est un peu compliqué. Alors après, les méthodes un petit peu alternatives, hein, on peut faire des électrostimulations prostatiques, par voie endorectale. Alors bon, c'est pas très glamour hein, quand on parle comme ça, mais notamment chez les patients qui ont des troubles de vigilance, ça peut se faire. Hein, voilà, nos collègues brestois, par exemple, ont prélevé un jeune homme de 25 ans, il n'y a pas très longtemps, qui était arrivé avec une leucémie du hyperleucocytaire dans le coma d'emblée sur un saignement intracérébral. Ils ont fait une préservation de sperme par électrostimulation chez un patient qui était intubé et ventilé en réanimation. Bon. Et puis ça peut aussi être intéressant pour les patients qui sont paraplégiques ou qui ont des troubles moteurs, qui ne peuvent pas évidemment faire un prélèvement par méthode conventionnelle. Alors bon, ça reste des indications extrêmement rares, hein, mais c'est des choses qui peuvent se faire. En tout cas, dans les recommandations actuelles, on doit prévenir tout patient du risque sur sa fertilité ultérieure. C'est théoriquement opposable et obligatoire. Et on doit tout mettre en œuvre sur le plan médical, en tout cas, pour pouvoir lui proposer la méthode la plus adaptée de préservation de sa fertilité. Voilà, donc on essaie de faire ce qu'on peut, évidemment, en fonction de la situation. Oui. Les agonistes de la LHRH, donc là le principe en fait c'est de bloquer l'activité de stimulation de la spermatogénèse pour protéger globalement les gamètes de l'action délétère de la chimiothérapie. Alors chez l'homme il y a des études un peu discordantes, donc en fait on le fait pas en pratique, contrairement à la femme, voilà, je vais vous dire juste après. Et puis chez les petits, notamment en âge prépubère, il y a une méthode, alors pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de cas de paternité décrit avec cette méthode-là, et ça consiste en fait à les prélever de la pulpe testiculaire directement dans l'optique, mais ça c'est plus des voies de recherche hein, et de développement, d'aller en fait pouvoir recréer une spermatogénèse artificielle in vitro à distance quand le patient sera à 20 ans ou 25 ans de la fin de son traitement, si jamais effectivement il y a une œsospermie définitive, d'aller recréer une spermatogénèse artificielle. Pour l'instant on ne sait pas faire, mais en tout cas à Nantes on a prélevé hein, des petits garçons prépubères avec cette méthode-là, et donc on a de la pulpe testiculaire au congélateur, en espoir voilà, de pouvoir l'utiliser si un jour c'est nécessaire. Chez la jeune femme, donc évidemment c'est un peu plus compliqué. Donc là je vous ai mis les 4 méthodes qui sont utilisées on va dire en pratique potentiellement courante. Les agonistes de la LHRH, alors chez l'adulte on ne le fait pas forcément trop systématiquement, mais en pédiatrie ça fait partie de nos protocoles standards. Chez une jeune femme qui va avoir une chimiothérapie notamment par alkylan, et pas que, en fait on va lui donner un agoniste de la LHRH pour mettre au repos l'activité cyclique ovarienne et pour protéger en fait les follicules ovariens de l'effet délétère de la chimiothérapie. Il y a des études qui sont un petit peu discordantes, mais en tout cas, voilà, certaines ont pu démontrer qu'on diminuait un petit peu le risque d'aménorrhée secondaire avec cette méthode-là. Donc bon, c'est plutôt pas assez bien toléré, ça ne nous empêche pas de conduire le traitement correctement. Donc voilà, en tout cas en pédiatrie on le fait, et, notamment chez les jeunes patients jusqu'à 25 ans, on essaie aussi de le mettre en place. Alors la cryoconservation embryonnaire, ça c'est évidemment uniquement chez les jeunes femmes chez qui on a le temps de pouvoir en fait prélever des embryons. Il faut qu'elle ait un partenaire, couple stable, etc. Donc c'est une situation qui est un peu particulière et qu'on fait en pratique courante quasiment jamais, enfin en tout cas très rarement. Les 2 méthodes en fait qu'on utilise nous, qui ont démontré donc leur efficacité, c'est la cryoconservation d'ovocytes matures. Donc là vous allez en fait pour déclencher en fait faire un cycle de stimulation ovarienne, et vous allez prélever des ovocytes matures qui sont congelés, hein, qui supportent très bien la congélation, et qu'on peut utiliser ultérieurement pour faire une fécondation in vitro. Donc ça c'est utilisé. Le seul souci c'est qu'il faut à peu près 3 semaines pour prélever des ovocytes matures. Donc quand vous avez une jeune femme qui une maladie d'Hodgkin avec une masse de 15 cm dans le médiastin qui est orthopnéique, évidemment c'est pas faisable. Mais voilà, dans certaines situations on n'est pas forcément dans une urgence vitale particulière et on peut quelquefois se laisser le temps. Et ça reste la méthode la plus efficace, hein, très clairement, de préservation de fertilité chez la jeune femme. La dernière méthode pour laquelle on a également des grossesses qui sont décrites, à ma connaissance, il y en a 80 ou 85 qui sont décrites dans le monde avec cette méthode-là, c'est la cryoconservation de cortex ovarien, où là vous allez prélever en fait donc un ovaire complet et vous allez isoler le cortex ovarien qu'on va congeler également. L'objectif étant donc de réimplanter le cortex ovarien à distance de la fin des traitements quand il y a une aménorrhée secondaire. Alors on peut l'implanter dans différents endroits, hein, mais en tout cas voilà, ça peut s'implanter sur soit l'ovaire restant, soit dans la cavité abdominale, soit sous la peau, quelquefois au niveau de l'avant-bras. Moi j'ai vu une patiente qui avait un fragment d'ovaire sous la peau de l'avant-bras. Et en fait il stimule en fait, la folliculogénèse par ce biais-là. Donc on voit
greffe, le cortex ovarien en fait, qui gonfle sous la peau, et ils viennent prélever en fait, directement le follicule ovarien, ou les follicules, ils font une fécondation in vitro, ils réimplantent les embryons, et on a une grossesse qui peut démarrer. Et donc ça c'est une méthode qui marche, voilà, et ça nous permet c'est plus facile en fait à organiser. Alors c'est une anesthésie générale évidemment, hein, ça se fait au bloc, c'est de la cystoscopie, mais voilà, on peut l'organiser. Les gynécologues sont quand même assez réactifs, hein, la biologie de la reproduction sont très réactifs aussi, et donc en l'espace d'une semaine vous pouvez prélever une patiente de cortex ovarien et donc mettre des fragments de cortex au congélateur entre guillemets. Voilà, alors évidemment, ça ne résout pas le problème de l'urgence. Quand il y a une urgence thérapeutique, évidemment, là, on n'a pas le choix, on est obligé de débuter les chimiothérapies avant. Voilà. En tout cas, si jamais vous n'avez pas le temps de débuter, de mettre en place une méthode de préservation de fertilité, vous débutez les chimiothérapies en urgence, hein, si votre patient doit aller à la greffe, par exemple, il doit avoir des doses importantes, donc tout ça qui auront une altération importante de la fertilité, il est toujours temps d'aller prélever du cortex ovarien juste avant la greffe, par exemple. Par contre, on ne peut pas prélever des gamètes matures chez des patients qui ont déjà reçu des chimiothérapies du fait du risque théorique génétique, hein, d'altération du matériel chromosomique des gamètes. Donc la cryoconservation d'ovocytes matures, c'est uniquement avant de débuter la chimiothérapie, uniquement. Le cortex ovarien, ça peut se faire après avoir été exposé à la chimiothérapie potentiellement. Voilà, et donc nous, le SECOS à Nantes, ils sont ils sont très réactifs, hein, ils ont été un des premiers à mettre en place cette cryoconservation de cortex ovarien. Il y a encore pas mal d'échecs, mais on peut tabler sur le fait que dans les 10 prochaines années, ils vont améliorer les méthodes de congélation, de décongélation, pour éviter les chocs thermiques à la décongélation, et essayer d'améliorer la rentabilité de la technique. Donc voilà, donc en tout cas, c'est vraiment un élément que nous, on essaie de proposer systématiquement, et si on n'a pas mis en place les mesures de préservation de fertilité et que le patient, 15 ans après, a une œsothérapie définitive, eh bien, voilà, il peut vous en vouloir, et ils nous en veulent, hein. Enfin, il y a quelques patients qui le vivent extrêmement mal. Alors, le suivi à long terme sur la fonction reproductive, donc ça c'est des choses qui commencent à être assez communément admises, notamment par les sociétés de gynécologie et certaines sociétés savantes, alors plutôt de tumeurs solides, hein, d'onco. Donc prélever systématiquement les patients avant exposition à la radiothérapie, aux agents alkylants, et même je dirais de façon générale, tant qu'on peut, avant toute chimiothérapie quelle qu'elle soit, quand la situation médicale le permet. Une fois que le traitement a été fait chez la jeune femme, donc là, bon, c'était avant 40 ans, ça c'est des recommandations de gynéco. Suivi gynécologique annuel, ça évidemment c'est classique, hein, comme toute femme. En tout cas, chez les jeunes filles exposées à la chimiothérapie, le dosage annuel de FSH et LH estradiol est recommandé par les gynécologues au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, sachant qu'il y a on peut dépister en fait des carences estrogéniques quelquefois assez tardivement. Et puis la densitométrie en cas de signe de carence estrogénique, tous les 3 à 5 ans chez les jeunes femmes, à partir de l'âge de 25 ans. Alors ça peut paraître un peu excessif d'aller proposer des densitométries osseuses chez des jeunes femmes de 30 ans, hein, mais en tout cas en cas de signe de carence estrogénique, c'est quelque chose qui recommande. Chez l'homme, c'est pareil, hein, chez les patients donc exposés avant l'âge de 18 ans, suivi FSH et LH testostérone à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis, un élément qui est vraiment important, c'est de proposer, alors nous on le propose, après le patient dit oui ou dit non, hein, mais de proposer en fait de faire un spermogramme à distance de la fin du traitement, parce que ça permet évidemment d'évaluer la fertilité à ce moment-là. On attend en général au minimum 1 à 2 ans avant de faire le premier spermogramme, et même si le premier spermogramme retrouve une azoospermie, ça c'était la question que je vous ai posée tout à l'heure, on refait toujours un deuxième prélèvement un peu à distance, en essayant de faire en sorte qu'il y ait au moins 1 ou 2 ans après les 2 spermogrammes, parce qu'il peut y avoir des réversibilités partielles, on peut passer d'une azoospermie à une asténospermie, enfin bon. Mais en tout cas, on doit toujours faire un deuxième spermogramme un petit peu à distance. Sachant qu'évidemment un diagnostic d'azoospermie chez un jeune homme de 30 ans qui a été guéri d'une maladie de Hodgkin ou d'un lymphome, sur le plan psychologique c'est très difficile évidemment à gérer, et dans ces cas-là effectivement mais il faut en tout cas on le propose aux patients. Et ça, si un patient vous interpelle sur sa possibilité de fertilité, voilà, il faut lui parler du spermogramme, hein, c'est très facile à faire. Nos collègues de biologie de la reproduction le font très facilement et c'est quand même assez intéressant. Alors, je vais passer vite, hein, mais simplement pour vous dire que
Évidemment, les traitements par chimiothérapie altèrent l'immunité des patients. Bon, ça, je pense qu'évidemment, c'est un secret pour personne. Il y a différents types d'immunité qui sont altérés. Pendant la phase aiguë, c'est la période neutropénique et c'est le risque infectieux bactérien. Bon, ça, c'est pour... On n'est pas sur du long terme, le patient est en cours de chimiothérapie. La deuxième altération, c'est les fonctions phagocytaires, et notamment chez certains patients irradiés, notamment sur la cavité abdominale et sur la rate. En fait, un patient qui est irradié sur la rate est à prendre en charge comme un patient qui est hyposplénique ou asplénique, ou un patient splénictomisé. Globalement, en tout cas, il peut faire les mêmes complications infectieuses. Et puis, il peut y avoir une hypogammaglobulinémie, on voit très bien sur l'électrophorèse au dosage pondéral des immunoglobulines. Donc ça dépend évidemment des traitements qui sont reçus, notamment chez les patients greffés. C'est un élément qui ressort très communément. Et donc un patient qui a une hypogammaglobulinémie à distance de la fin de son traitement, et bien c'est pareil, il y a un risque infectieux bactérien, c'est essentiellement légèrement encapsulé, notamment le pneumocoque. On a également des infections hémophilus qu'on peut voir chez ces patients-là. Alors ça je vais passer, je vais simplement mettre ce calendrier vaccinal-là. En fait, s'il y a un seul message à passer, c'est que chez un patient qui a reçu de la chimiothérapie, notamment un patient qui a été greffé, globalement, il y a peu de contre-indications aux vaccinations. C'est une question qu'on pose assez souvent. Est-ce qu'il faut revacciner un patient après un traitement intensif, notamment la greffe? Donc la réponse est oui, sauf pour les vaccins à virus vivant atténué. Donc évidemment la fièvre jaune bon voilà, c'est une situation un petit peu particulière, mais un vaccin contre la fièvre jaune ne doit pas être fait sans avis hématologique, par contre ça c'est sûr, après un traitement intensif, que ce soit auto ou allogreffe, il y a un risque de maladie vaccinale. Rougeole, oreillon, rubéole, c'est un peu pareil parce que c'est un vaccin vivant atténué. Pour les autres, ce sont tous des vaccins inactivés. Donc il n'y a pas de contre-indication à proprement parler, alors, sauf chez les patients allogreffés qui sont en pleine poussée de maladie du greffon contre l'autre, et là c'est pareil, il y a l'avis de l'hématologue qui doit être pris, mais en dehors de cette situation-là, il n'y a pas de contre-indication, y compris pour la grippe. La grippe c'est un vaccin inactivé, et donc là en ce moment tout le monde nous pose des questions, savoir est-ce qu'il faut faire une vaccination contre la grippe chez les patients qui même qui ont été autogreffés ou allogreffés. Globalement on répond oui chez tout le monde. Bon, alors chez les patients qui sont en cours de chimiothérapie, on sait que la réponse vaccinale est de mauvaise qualité, et il ne faut pas la faire dans la semaine qui précède une cure de chimiothérapie, ni dans la semaine qui la suit. Donc un patient qui a des cures de chimiothérapie toutes les 2 semaines, c'est sûr qu'elle est vaccinée contre la grippe, ça n'a pas forcément d'intérêt majeur, et donc globalement ces patients-là on ne les vaccine pas. Par contre on recommande à l'entourage d'être vacciné contre la grippe saisonnière. Par contre, quand on est au-delà de la fin de la chimiothérapie, eh bien, il y a des recommandations vaccinales. Globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, un patient qui a été greffé auto ou allogreffé, on considère qu'il altère son immunité vaccinale de façon très importante et globalement qu'il faut le revacciner. Voilà, bon, je vous verrez les diapositives. Et la vaccination aussi qu'on propose systématiquement chez les patients auto et allogreffés, c'est la vaccination anti-pneumococcique, sachant que chez les patients immunodéprimés, en fait, on fait la séquence Prevnar et Pneumo-23. Et donc, sur le schéma qui est recommandé, ça c'était les schémas vaccinaux chez les patients allogreffés. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça c'est des choses aussi normalement auxquelles nous on est vigilants chez les patients qu'on suit après une autogreffe et a fortiori une allogreffe. Mais en tout cas, il faut vacciner les patients contre le pneumocoque, contre la grippe, ça c'est clair. Je vais finir avec les cancers secondaires. On va s'arrêter. Alors, définition des cancers secondaires, je vais passer vite, mais globalement, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que ce sont des patients qui vont développer, après un premier traitement pour cancer, un autre cancer, qui n'a pas de rapport, de lien direct avec le premier. Donc c'est un clone cellulaire qui est différent, c'est différent de l'histologie primitive, et ce sont des cancers qui sont induits par les traitements, globalement. Bon, sachant qu'il y a 2 grands types de cancers qu'on peut voir après un traitement pour cancer. Il y a les tumeurs hématopoïétiques type syndrome myélodysplasique. Donc là, vous allez venir altérer la cellule souche hématopoïétique. Et là, on sait que les alkylants jouent un rôle important. Et le deuxième grand type de cancer, ce sont les cancers secondaires, les cancers solides, cancer de la thyroïde, cancer du sein, notamment chez la jeune femme qui a été traitée par radiothérapie. Le délai d'apparition n'est pas tout à fait le même. En fait, vous voyez que dans cette diapositive-là, les myélodysplasies, leucémies aiguës secondaires apparaissent globalement entre 1 an et 8 ans après la fin de l'exposition. Après, c'est pas une définition stricte, mais c'est globalement du moyen terme. Les cancers solides, les tumeurs solides apparaissent globalement plus tardivement. Là, vous voyez une incidence, c'est la courbe là, sur les tumeurs secondaires. L'incidence en fait augmente progressivement avec le temps et continue à augmenter après 10 ou 15 ans.
Donc un patient traité pour une maladie de Hodgkin il y a 15 ans, qui a eu de la radiothérapie cervicale par exemple, le risque de cancer de la thyroïde, il est quand même significatif, il peut augmenter en fait, progressivement avec le temps. L'autre cancer secondaire majeur, c'est le cancer du sein chez la jeune femme qui a été irradiée sur le médiastin. Et c'est un petit peu pareil, hein, c'est un cancer qui apparaît de façon un peu décalée par rapport à la fin du traitement, et l'incidence en fait augmente de façon significative. Et ce qui fait que, je ne vais pas avoir le temps de détailler le reste, mais sur les recommandations en fait, de suivi pour les patients qui ont une tumeur secondaire, alors pour ce qui est des myélodysplasies, bon, souvent les patients ont des numérations, et donc globalement un patient dès qu'il commence à avoir une numération qui s'altère, notamment à fortiori avec une macrocytose, le patient il est suspect potentiellement en tout cas d'avoir une myélodysplasie secondaire. Donc si vous avez un patient traité par alkylan ou radiothérapie qui 6 ans après la fin des traitements commence à devenir anémique, commence à avoir une macrocytose, commence à être thrombopénique pour laquelle on n'a pas d'explication particulière, c'est une hypothèse en tout cas à soulever. En tout cas, donc il faut que le patient il revoie son hématologue et puis qu'on aille voir dans la moelle, qu'on fasse un myélogramme pour savoir s'il y a des anémies qui apparaissent. Donc ça c'est essentiellement la biologie qui va permettre de le détecter. Pour ce qui est du cancer du sein ou d'autres types de cancers, là je vais finir avec ça, c'est ce schéma-là. Le screening des cancers, des tumeurs solides. Pour ce qui est donc du cancer du sein, c'est pareil, les recommandations en fait elles commencent à être assez bien structurées. Alors ça c'est des recommandations encore qui sont anglo-saxonnes, hein, mais chez une jeune femme qui a été exposée à de la radiothérapie, notamment médiastinale, on sait qu'elle justifie d'un dépistage du cancer du sein plus précocement. Alors dans ces recommandations-là, ils mettent à partir de l'âge de 40 ans. Maintenant, de plus en plus, à partir de l'âge de 30 ans, notamment quand il y a une radiothérapie médiastinale, les gynécologues en fait, recommandent de faire des IRM mammaires à partir entre l'âge de 30 et 35 ans. Donc une jeune femme qui a eu un Hodgkin par exemple, ou irradie sur médiastin, quelle qu'en soit la raison, qui est guérie de sa maladie, à partir du moment où elle atteint l'âge de 30-35 ans, l'IRM mammaire commence à être de plus en plus recommandé. Parce que ça permet de dépister en fait, des petites lésions dysplasiques à des stades extrêmement précoces. Et a fortiori s'il y a d'autres facteurs de risque familiaux. Bon, pour le cancer du col de l'utérus, colorectal, ça je vais passer. Pour la peau, c'est pareil, j'ai pas trop insisté, mais dans le territoire irradié, il y a une augmentation de l'incidence des tumeurs cutanées, notamment le mélanome. Et donc un patient qui a été irradié doit théoriquement avoir une surveillance régulière au niveau cutané. Alors c'est pas forcément voir le dermatologue tous les 6 mois, mais en tout cas vous devez être vigilant et bien insister auprès du patient que si jamais il y a une tache pigmentée qui commence à changer de forme, de taille, etc., il faut rapidement l'envoyer au dermatologue parce que le risque, notamment le mélanome, le risque relatif, il est de 3 ou de 4 chez un patient qui a été irradié. Donc c'est quand même un risque qui est significatif. Et puis je vais finir avec la thyroïde. La thyroïde, en fait, il faut la suivre chez des patients qui ont été irradiés, soit sur l'aire cervicale, soit sur le médiastin. Parce que l'on sait que l'incidence des cancers de thyroïde est quand même plus important. Donc il y a 2 types de suivi. Il y a le suivi endocrinien, donc la TSH, parce qu'il y a quand même une incidence d'hypothyroïdie qui est assez élevée. Donc le patient doit avoir un contrôle régulier de TSH. Alors régulier, ça peut être tous les 2 ans, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et le deuxième élément, donc, c'est l'écho de la thyroïde. Un patient qui a été irradié sur la thyroïde, les endocrinologues recommandent de leur faire une échographie thyroïdienne. Alors c'est pareil, le rythme est discutable, mais voilà, tous les 3 ans, 4 ans, le patient doit avoir un dépistage de nodules thyroïdiens. Un patient qui a été irradié sur le cou, qui a des nodules thyroïdiens, il faut l'envoyer à l'endocrinologue pour qu'il ait en fait une cytoponction à visite diagnostique rapide. Et voilà, et au moindre doute, les endocrinologues ils opèrent. Voilà, tellement le risque est quand même significativement augmenté. Et quand on fait une diagnostic précoce, le pronostic évidemment n'est pas meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là simplement pour vous dire qu'on a une consultation spécifique de suivi à long terme, qui s'appelle la consultation SALTO. Donc suivi à long terme en onco-hémato, qu'on avait mis en place avec nos collègues radiothérapeutes à l'ICO, maintenant qui est au CHU de Nantes chez nous. Globalement, c'est une consultation qui est dédiée au suivi des patients qui ont été traités habituellement à l'âge de 30 ans et qui justifient d'un suivi à long terme du fait donc des traitements qu'ils ont reçus. Bon, sans rentrer dans le détail, voilà, on a en file active, on a quand même 260 patients maintenant qui ont globalement pour 60% des homopathies malignes et 40% des tumeurs solides. Voilà, pour montrer en vie réelle en fait les symptômes décrits par les patients, vous voyez que gynécologie et fertilité, c'est 45% des patients qui ont des
troubles en rapport avec une altération de leur fertilité. Alors c'est des patients qui ont été traités il y a assez longtemps, mais voilà. Et cardiovasculaire, c'est 29% des patients. Syndrome métabolique, 9% des patients, etc., etc. Donc vous voyez, je vous ai listé tous les symptômes que peuvent rapporter les patients à distance d'un traitement. Affection thyroïdienne, troubles psychiatriques, psychologiques, troubles cognitifs en fonction des traitements, troubles auditifs, ORL, etc., etc. Donc c'est des patients qui ont un vrai besoin médical et donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients à cette consultation-là. Si vous avez un patient qui n'a pas eu de suivi depuis longtemps, qui est jeune, qui a 35 ans, qui a une Hodgkin, voilà, on peut le voir au moins une fois pour voilà, faire le point avec lui. Et puis sur les courriers, on essaie de lister les doses de chimiothérapie reçues et de définir en fait le schéma qu'on propose en tout cas de suivi, que ce soit sur les risques de cancer secondaire, le risque infectieux, les vaccinations et le suivi biologique métabolique notamment.